Bonsoir. Le 6 avril prochain, pour la 6e fois de l'ère du renouveau démocratique, un nouveau président va entrer dans ses fonctions. En attendant cette date, la campagne s'ouvre avec la présentation des projets de société des aspirants au fauteuil. Et pour cet entretien, nous recevons Patrice Talon. Au cours de cette émission, nous allons décrypter son projet de société. Il partagera avec nous ses rêves, il nous dira les réformes qu'il compte effectuer s'il était élu. Patrice Talon, bonsoir. Bonsoir. J'anime cet entretien avec René Talon. C'est lui qui va se charger de présenter pour nous le candidat. Kondé Ogouchina, bonsoir. Monsieur Patrice Talon, vous êtes opérateur économique, marié et père de famille. Fils de cheminot, vous rêviez de devenir pilote de ligne, ce qui vous a conduit, après votre bac et un DUG en maths physique, à Douy, en France. Mais par un concours de circonstances, vous vous retrouvez depuis 1985 dans le monde des affaires. Mais depuis votre fauteuil d'opérateur économique, vous avez toujours gardé un œil sur la vie politique béninoise. Ce qui vous a révélé dans ce registre, et c'est bien sûr votre soutien en 2006 et en 2011 au président Boni Yayi, dont vous étiez proche. Puis en 2012, vous êtes tombé en disgrâce. 3 ans d'exil en France, et depuis votre exil parisien, vous avez lancé, vous avez dit votre volonté de briguer la magistrature suprême de votre pays. Et depuis ce temps, vous prenez la rupture. Kondé Ogouchina, voilà brièvement présenté le candidat que nous avons en face ce soir. Merci René Talon. Patrice Talon, est-ce que cette présentation de vous convient-elle? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter? Non, tout à fait, c'est assez exhaustif. C'est bien, Patrice Talon, merci. Alors, maintenant que s'ouvre la campagne pour la présidentielle de cette année, comment vous sentez-vous? Je me sens bien, mais rempli d'émotions, parce que c'est un moment important dans notre vie, dans la vie de notre génération. Et prendre une telle décision, je mesure la gravité, le sérieux. Vous comprenez pourquoi je peux être très ému. Alors, au cours de cet entretien, nous allons aborder 3 grands volets. Nous parlerons de politique, nous parlerons d'économie, et nous verrons tout ce qui est lié au social. Alors, commençons par le volet politique de cette émission, les réformes institutionnelles. Quand on parcourt votre programme, on se rend compte que pour la Cour constitutionnelle, pour la Cour suprême et pour la HAC, vous envisagez des réformes. Est-ce que vous pouvez présenter aux téléspectateurs et aux auditeurs ce que vous comptez faire dans ces secteurs-là? Merci. On va commencer par la Cour constitutionnelle, si vous le voulez. Oui, avant les détails, il convient de dire que notre pays a besoin, avant toute chose, de réformes politiques administratives qui s'imposent aujourd'hui. Vous savez, le pays va très mal, et tout le monde le sait. Mais ce qui va mal, et qui est la cause principale de notre mal-être, c'est la gouvernance. La mauvaise gouvernance est la cause principale du chaos que nous observons au Bénin. Le Bénin est devenu malheureusement une terre de grande pauvreté, de misère, j'allais dire, de chômage, d'insécurité et même de honte. C'est malheureux que depuis quelque temps, les Béninois ont un peu de mal à avouer leur nationalité. La situation que vous décrivez date de quand? La situation s'est dégradée au fil du temps. Dont vous parlez. Ça s'est dégradé au fil du temps. Nous avons espéré, au lendemain de la conférence nationale, aborder une période de grâce, de renouveau de démocratie, de développement. Les régimes successifs ont contribué à leur manière à apporter une solution à ce problème de pauvreté. Et le dernier régime, en passe de finir, a soulevé un vent d'espoir en 2006. Nous y avons tous cru. Et puis, au fil du temps, la situation s'est dégradée au point, aujourd'hui, on a l'impression qu'au Bénin, le mot espoir ne veut plus rien dire. Monsieur Patrice Talon, Oui. quand vous réagissez comme ça, est-ce que ce n'est pas une critique facile d'un opposant, puisque vous sembliez dire que rien ne va? L'heure n'est pas à cette critique, l'heure est au diagnostic et aux solutions. Je ne suis pas dans la peau d'un opposant parce que le régime est fini. Pour nous, il convient de relever le défi du développement. Je suis dans la peau d'un candidat qui a à cœur
d'œuvrer pour un bien-être plus général. Parce qu'au Bénin, ceux qui sont capables d'assurer aujourd'hui le pain quotidien ne sont pas nombreux. Ceux qui ont un minimum de confort sont plutôt rares. Et je fais partie de cette catégorie, je rends grâce. Je suis conscient que pour mon pays qui m'a tant donné, pour la grâce qui est la mienne, je peux, présentement, retourner l'ascenseur à mon pays. Mais vous avez décrit tout à l'heure, si on s'en tient à vos propos, une situation de chaos. Alors, on peut vous retorquer que vous y avez participé, puisque vous êtes l'un des soutiens du régime finissant. Je suis béninois, j'ai cru au régime finissant, j'ai contribué à son avènement, je l'avoue, mais nul n'est Dieu. Avoir la foi en quelque chose est plutôt noble. Patrice Talon, vous avez eu la foi en 2006. Tout à fait. Mais cette même foi vous a poussé à soutenir en 2011 le président sortant pour le renouvellement de son mandat. J'ai longuement évoqué cette question, répondu à cette question, et je ne sais pas s'il est opportun de revenir là-dessus, puisque aujourd'hui, ce qui importe, c'est d'apporter des solutions. Quelles sont les solutions alors au plan politique et qui sont contenues dans votre projet de société? Je disais tantôt que ce qui importe avant tout, c'est la réforme politique et administrative du modèle dans lequel nous sommes. La mauvaise gouvernance est l'unique mal dont nous souffrons. Parce que les Béninois, pris individuellement, sont remplis de talent, sont dynamiques. Et pourtant, le Bénin est demeuré une terre de pauvreté, et de honte même. Et je répète, l'unique cause, c'est assez fort ce que je dis, c'est la mauvaise gouvernance. Mais la mauvaise gouvernance a trouvé siège en ce que le pouvoir exécutif est devenu quelque chose de trop puissant, trop fort, destructeur. Vous parlez le pouvoir, je vais finir. Le pouvoir du président de la République, qui est le personnage principal de notre modèle politique, est devenu quelque chose qui ne fait que la promotion, le rayonnement de celui qui jouit de ce privilège. Et comme l'homme n'est pas Dieu, un pouvoir trop fort, sans limite, est forcément destructeur pour celui qui l'incarne lui-même et pour le peuple. C'est pour cela que j'ai dit, après avoir observé à la loupe ce que nous vivons, qu'il est impératif de redonner la noblesse nécessaire, indispensable, au pouvoir exécutif en replaçant les balises. Quand vous diagnostiquez la situation, dans votre document d'ailleurs, vous avez dit que le président de la République est surpuissant. C'est un mot que je cite de votre projet de société. Est-ce que cela tient à l'homme ou est-ce que ça tient à la Constitution qui lui confère des pouvoirs? L'homme a eu le mérite de révéler les failles de notre modèle. Et il a montré qu'on peut exercer le pouvoir exécutif sans limite, en soumettant tout le monde, toutes les institutions de contre-pouvoir, le peuple, les citoyens, tous ceux qui ont un talent, tous ceux qui ont quelque chose, une grâce, tout ce qui peut contrer ou contrarier le pouvoir exécutif. Et cela est devenu, pour nous, Béninois, le modèle politique qui est le nôtre. Il convient, dans le calme, dans la paix, dans la concorde, de faire le diagnostic, de l'avouer, de se convaincre que ça ne peut pas rester ainsi. Sinon, ce pouvoir tel qu'il est, s'il est transmis tel quel aux générations à venir, aux hommes politiques à venir, ils vont l'exercer tel quel. Pour ne pas le faire, par où commencer? Quelles sont les réformes? Alors, dans le concret, il urge de donner aux institutions de contre-pouvoir leur rôle, leur place, leur mission, en les libérant de l'influence du pouvoir exécutif, notamment du pouvoir du chef de l'État. On ne peut pas être une institution de contre-pouvoir et être nommé par le chef de l'État, par l'exécutif, et dans le fonctionnement au quotidien, être contraint de respecter, d'avoir l'oreille attentive pour le chef de l'État. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être efficace. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle doivent être nommés sans influence de l'exécutif. Nommés par qui?
il y a plusieurs modèles pour mettre en place une cour indépendante. Notre cour actuellement est composée de personnalités, d'éminentes personnalités. Il convient de préserver la qualité des membres de la cour. J'ai donné une esquisse dans mon projet de société en indiquant que le collège des magistrats, des praticiens de droit, peuvent désigner et élire en leur sein des représentants au sein de la Cour. C'est toujours le cas aujourd'hui. Quelle est la nouveauté dans ce que vous proposez? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés par le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. La catégorie de membres pouvant provenir de techniciens, parce qu'il faut noter que la Cour apprécie la conformité des actes par rapport à notre Constitution. Donc c'est d'abord un rôle technique, puis un rôle sociopolitique, parce que la gouvernance, l'existence de notre vie n'est pas fonction que de la prestation technique de nos tests. Il faut tenir compte de l'environnement, du contexte, du social, de tout ce qui concourt à la vie en général. Et c'est pour ça qu'il n'est pas convenable que la Cour soit composée exclusivement de techniciens. Mais elle doit comporter une bonne partie de techniciens pour apprécier la conformité des actes, des décisions par rapport au contenu juridique des tests qui régissent notre vie. C'est pour ça que j'ai indiqué qu'il est nécessaire que les magistrats, que les juristes soient membres de la Cour en position prépondérante et que ceux-ci soient élus par leur père. Les magistrats élisent en leur sein quelques représentants, 2, 3. Les professeurs de droit de rang magistral, les avocats, devraient également élire en leur sein des personnalités pour siéger au sein de la Cour. J'ai suggéré, c'est une nouveauté, que dans le collège des anciens présidents, il y ait une représentation que, en leur sein, pour les anciens présidents vivants, ils puissent désigner un représentant, par exemple, au sein de la Cour. Celui qui a été président de la République pendant 5 ans ou plus, et qui n'est plus aux fonctions, a le recul nécessaire pour apporter son expérience, sa connaissance de la vie en communauté, pour éclairer les décisions à prendre par une Cour qui a besoin de réguler la vie dans notre pays au plan des institutions. Donc, parce que la Cour a également ce rôle régulé. Il est important également, il serait pertinent également que le collège des anciens présidents de l'Assemblée nationale puisse désigner également un représentant. Parce que l'Assemblée nationale est le temple des discussions politiques, des lois qui régissent notre vie et carrément de l'animation de la vie politique. Donc, que ceux qui ont eu l'occasion, la chance d'assumer une fonction aussi importante, puissent siéger au sein de la Cour, serait quelque chose qui serait bénéfique. Voilà pour moi, les grands corps devant désigner en leur sein les représentants au sein de la Cour pour que notre Cour soit une Cour indépendante, efficace. Patrice Talon, pourquoi vous n'avez pas fait le choix d'ouvrir cela à tous les anciens présidents, par exemple, et à tous les présidents de l'Assemblée? Vous avez souhaité que ce soit quelqu'un qui les représente. C'est ouvert à tous les présidents. C'est ouvert à tous les présidents de l'Assemblée. Est-ce que tous les anciens présidents, si on rentre dans votre schéma, pourraient être membres de la Cour constitutionnelle? J'ai dit que ceux-ci vont désigner. On ne peut pas souhaiter qu'une Cour soit pléthorique. Si nous avons 10, 20, 30, 40, nous statuons pour maintenant et pour l'avenir. Il se pourrait que dans les années à venir, nous ayons 20, 30 anciens présidents de l'Assemblée vivants, que nous ayons 10, 15 anciens présidents vivants. On ne doit pas avoir une cour de 50 personnes, elle ne serait pas efficace. C'est pour cela qu'il est important que ces corps soient représentés, mais ils élisent une personne ou deux pour siéger dans la cour, afin que cette institution rassemble les compétences qu'il faut, tout en gardant la taille qui lui permettrait d'être performante. Patrice Talon, quand on vous suit et quand on parcourt un peu votre projet de société, on se rend compte que tout est fait pour alléger le pouvoir du président de la République et quelque part le pouvoir de l'exécutif. Mais nous savons que depuis la conférence nationale, le Bénin a opté pour un régime présidentiel. Est-ce qu'en procédant de la sorte, vous ne déstructurez pas le type de régime pour lequel nous avons opté? Nous avons opté pour un régime présidentiel, à raison. Mais si vous lisez notre Constitution,
il est établi clairement que c'est un pouvoir présidentiel normal, mesuré. Et c'est bien pour cela que notre Constitution a établi des contre-pouvoirs, comme la HAC, qui vous régit. Est-ce que la HAC, qui est appelée un pouvoir, parce qu'on dit que la presse, les médias constituent un pouvoir distinct du pouvoir exécutif. La justice est un pouvoir distinct du pouvoir exécutif. Est-ce qu'il est normal qu'après l'avoir affirmé, mais que dans la pratique, la justice soit à la botte, soumise au pouvoir exécutif, si on affirme que c'est un pouvoir distinct? Est-ce qu'il est normal que la HAC reçoive des injonctions, des instructions de l'exécutif? Vous êtes conscient que cela arrive bien souvent, et que parfois même, cela est trahi, cela se trahit, excusez-moi le terme, se révèle ou à l'opinion, qu'on apprend des détails d'injonctions de l'exécutif dans la vie de la HAC. Donc on ne peut pas vouloir quelque chose au contraire. Ce qui s'est passé, ce qui est notre réalité aujourd'hui, est que notre Constitution, dans son esprit, est claire. Mais la lettre n'est pas exactement conforme à l'esprit de notre Constitution. C'est bien pour ça qu'il convient de rétablir, de faire les réformes pour que la lettre de notre Constitution soit conforme à son esprit. Nous aurons beaucoup à gagner parce qu'on ne peut pas compter simplement sur la bonne volonté, la bonne foi, la mesure personnelle des présidents de la République pour que notre Constitution soit respectée et que l'exécutif reflète ce que nous souhaitons. Patrice Talon, vous évoquiez tantôt la HAC. Qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont les réformes au niveau de la HAC? Vous voulez donner plus d'autonomie à la HAC quand vous suivez bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus que le président de la République désigne le président de la HAC. Il ne faut même plus que l'Assemblée désigne majoritairement les membres de la HAC. L'Assemblée peut désigner une ou deux personnes, mais le président de la République, il ne faut pas. Parce que c'est ce pouvoir qui a besoin d'un pouvoir distinct ayant pour rôle d'être une mesure, un contrepoids. Le président de la HAC peut être élu, doit être élu par ses pairs au sein de la HAC. Et d'ailleurs, je suggère que la HAC les membres de la HAC soient majoritairement des professionnels. Parce qu'il s'agit de quelque chose de très technique. Les professionnels des médias ont la connaissance, ont le recul, ont l'expérience pour gérer, administrer ce qui régit la vie des médias. Et c'est bien pour cela que nous avons proposé que ceux-ci, les professionnels des médias, soient représentés majoritairement au sein de la HAC et que le président de la HAC soit élu en leur sein. Que le président de la HAC soit un professionnel des médias. Majoritairement, dans votre document, quand on le lit, vous avez parlé de 6 professionnels des médias, de l'Assemblée nationale, le bureau notamment, et d'un qui provient du président de la République pour faire les 9. Est-ce que pour la Cour suprême, l'autre institution de la République où le président est nommé par le chef de l'État, est-ce que vous faites les mêmes suggestions? Oui, vous abordez la réforme de la justice. Et tout le monde est conscient au Bénin que ce pouvoir n'a pas, malheureusement, toute la liberté de s'exprimer et d'exercer les prérogatives qui sont les siennes. Pour faire court, il serait bon, il serait même nécessaire pour nous que la justice retrouve sa noblesse. C'est bon pour nous, c'est bon pour les investisseurs, c'est bon pour le Bénin entier, pour notre développement, pour notre économie, que nous ayons une justice crédible, bien formée, mais avant tout une justice indépendante. C'est bien pour cela que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est la structure qui administre notre administration judiciaire, que ce Conseil soit véritablement indépendant. Que le président de la République, que nous appelons premier magistrat, ne joue plus ce rôle. Tellement le président de la République se sent premier magistrat qu'il ne comprend pas, qu'il n'accepte pas que la justice soit indépendante de lui. Il convient donc, il convient donc que le Conseil supérieur de la magistrature soit réformé, de sorte que l'exécutif n'y joue plus un rôle prépondérant, que le chef de l'État n'y siège plus du tout, et que le Conseil supérieur de la magistrature administre véritablement
toute l'administration judiciaire avec compétence et indépendance. Et c'est pour cela que j'ai proposé que le président donc, du Conseil supérieur de la magistrature soit le président de la Cour suprême, qui est l'institution judiciaire suprême. Demain, avec nos réformes, la Cour suprême sera appelée Cour de cassation, parce que nous aurons la Cour des comptes qui sera séparée, qui va être extraite de la Cour suprême, et le président de la Cour suprême, donc demain ce sera la chambre de la Cour de cassation, son président va présider le Conseil suprême de la magistrature. Et ce président, au sein de la Cour suprême, donc au sein de la Cour de cassation, va être élu par ses pairs, c'est-à-dire au sein de la Cour. D'autant que les membres de la Cour sont des magistrats de haut rang, une certaine expérience, certaine probité avérée. Il faut regarder notre Constitution dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que les membres de la Cour aujourd'hui suprême, dont certains ont peut-être atterri là-bas par reconnaissance, par clientélisme, est-ce que, si c'est ceux-là qui doivent élire le président de la Cour, est-ce que ce sera une élection qui va satisfaire notre ambition? Patrice Talon, malheureusement, le temps tourne vite et on a beaucoup d'autres aspects à aborder. Vous avez parlé dans votre projet de société de mandat unique pour le président et ça fait... On ne comprend pas comment quelqu'un qui gagne le pouvoir, qui a envie de l'exercer, propose que le prochain président n'ait qu'un seul mandat. Expliquez-nous tout ça. À quoi nous sommes confrontés? Nous voulons des présidents, des gouvernants rompus à la tâche, désireux et ayant donc la foi de travailler, de gouverner pour le bien-être de tous, et non pour leur bien-être à eux. Et nous avons établi des mandats de 5 ans. Et les présidents d'exercice, finissant leur mandat, ont la possibilité d'être candidats à nouveau. Qu'est-ce qui permet au peuple de choisir à nouveau un président qui vient de finir un mandat? C'est parce que nous pensons qu'en 5 ans, on peut faire du bon boulot, on peut travailler, on peut révéler à ses concitoyens qu'on est bon. Vous pensez qu'on peut réformer un pays en profondeur en 5 ans? Si vous permettez. Notre modèle politique pense qu'au bout de 5 ans, on peut apprécier les prestations du président sortant, afin de lui donner une nouvelle chance pour continuer ou pour changer de chauffeur, comme on le dit vulgairement. C'est pour dire que nous pensons que 5 ans, c'est suffisant pour apprécier les performances d'un président. Mais ce qui est le mal essentiel aujourd'hui, et ce n'est pas seulement au Bénin que c'est le cas, c'est dans beaucoup de pays, notamment dans les petits pays, les présidents d'exercice ont davantage la préoccupation du renouvellement de leur mandat que celle de la bonne gouvernance. Parce que bien gouverner, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, et ce n'est pas toujours facile pour ses partisans. C'est pour cela que, si vous observez très bien, il y a un clientélisme absolu qui se développe pendant le premier mandat. Quand on veut nommer un ministre, quand on veut nommer un directeur de société, quand on veut nommer un responsable, quand on veut faire la promotion d'un politique, les présidents se préoccupent de faire la promotion de personnalités qui leur seront favorables à l'occasion des élections à venir, et notamment à l'occasion de l'élection présidentielle qui leur permettrait d'avoir un deuxième mandat. Ce facteur devient le facteur exclusif de gouvernance. Or, ce pourquoi on élit un président, ce n'est pas pour qu'il soit réélu, c'est pour travailler tout simplement. Oui, alors si le président il est élu pour travailler, et donc il sera jugé à l'aune de ses performances, de ses résultats, mais que vaut un homme qui n'a pas de compte à rendre, qui n'a pas à retourner devant ses électeurs pour être jugé sur ses performances? Et donc certaines personnes se disent qu'un mandat unique ne fait pas obligation au président d'être performant. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que j'ai soutenu le président en exercice en deuxième fois, en 2011, alors que le premier mandat n'était pas terrible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est à l'occasion de ce deuxième mandat qu'il a gagné au premier tour. Vous savez très bien que dans les petits pays comme les nôtres, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand tous les maires sont à sa solde, quand tous les élus locaux sont à sa solde,
quand tous les commerçants le craignent, ils sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis, ils sont à sa solde, sa réélection est facile. Oui, mais la question Ce que qui René permet- Talon posait tantôt, Oui. est-ce que le président, parce Non, que c'est un attendez. mandat unique, ne se dira qu'il n'a plus rien à perdre, donc il gouverne Non, comme il veut? ne soyez pas sourds à ce que je dis. Ce qui permet à un président d'être réélu avec assurance, ce qui assure la réélection d'un président, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas sa performance, ce n'est pas son résultat. C'est la manière dont il tient les grands électeurs. C'est la manière dont il tient tout le monde, c'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Quand vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Alors, il faut, en termes de choix de société, il faut éliminer ce qui est mauvais et ce qui est pire. On ne peut pas avoir le meilleur. Mais à défaut d'avoir le meilleur, il faut choisir le moins de mal. Un président, un modèle politique qui permet à un président de soumettre tout le monde et d'être réélu, quelle que soit sa qualité, est un mauvais, c'est un mauvais. Or, un président en exercice qui n'est pas sujet à un renouvellement, qui n'est pas tenté par un renouvellement, qui n'a pas le démon du renouvellement de son mandat, sera un bon président. En tout cas, il sera un moins mauvais président. A priori. A priori, ce qui compte, c'est ce dont nous avons l'impression que c'est bon. C'est ce dont nous avons l'impression que c'est un moins de mal. Il vaut mieux. Il reste la question de la durée du mandat. Tout à Koundé fait. Gouchina, avec ta C'est une permission. question importante. Le La mandat durée du dure combien de temps? Parce qu'on peut estimer que 5 ans est trop court pour mettre en œuvre un programme. Bien que dans notre constitution actuelle, c'est 5 ans qui est le mandat, qui est la durée du mandat pour faire ses preuves. Alors, faisons cette concession. On peut porter le mandat à 6 ans, à 7 ans. Pour moi, les 5 ans, c'est suffisant parce que plus on dure au pouvoir, plus on est mauvais. En général, quand un mandat est court, on est dans la dynamique, on est dans la volonté, on est dans l'action. Plus il est long, plus on est perverti, plus on est corrompu, plus on s'installe dans l'aisance, dans le goût du pouvoir. Bref, on peut donc aller à 6 ans ou à 7 ans. D'accord, Patrice Ce Talon. qui est mauvais, c'est la notion de renouvellement qu'il faut extirper du pouvoir pour que le président se consacre au travail en oubliant qu'il lui est important d'avoir les députés, les maires, les commerçants, les entrepreneurs, d'avoir tout le monde à ses pieds pour avoir facilement un deuxième mandat. Il faut lui enlever ça. D'accord. Le Bénin ne vit pas en vase clos. Et tous, on a suivi. Le président nigérian, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan a parlé d'un mandat unique. Le président sénégalais Macky Sall, avant d'arriver au pouvoir, a parlé aussi de la possibilité d'un mandat unique et d'autres réformes. En Afrique, où c'était déjà difficile de faire respecter les 2 mandats, en quoi est-ce que vous pensez que la classe politique, dont vous n'êtes pas nécessairement membre, puisse vous accompagner dans cette volonté d'asseoir un mandat unique? C'est en cela que le Bénin a un génie. Le Bénin, pour moi, est un pays béni. Nous avons réussi la conférence nationale, et juste après nous, la plupart des pays qui l'ont tenté ont échoué. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un environnement où nos chefs d'État sont pour la plupart des jouisseurs du pouvoir. Je mesure le terme que j'utilise. Dans un environnement où la plupart des présidents de la République se préoccupent de leur maintien au pouvoir. C'est parce que nous sommes dans cet environnement que nous allons, nous, renoncer à ce que nous sommes capables de faire. Le Bénin est capable de renaître. Le Bénin est capable d'instruire quelque chose qui va résoudre nos problèmes de mauvaise gouvernance et de sous-développement. Nous n'allons pas regarder ce qui se passe. Le mandat unique n'est pas insolite, ça existe dans d'autres pays. C'est vrai que ce n'est pas la panacée. Il ne suffit pas d'instaurer le mandat unique pour que, ça y est, que le Bénin explose et que tout aille bien. Non, mais c'est un facteur favorable à la bonne gouvernance. Tout ce qui est favorable à la bonne gouvernance, nous allons l'instaurer. Parce que vous ne pouvez pas me dire que la notion de renouvellement du mandat apporte quelque chose que le non-renouvellement n'apporte pas. Si c'est un facteur de bonne gouvernance, nous allons l'instaurer et nous allons faire la somme de tout ce qui est facteur de bonne gouvernance afin que les présidents de la République du Bénin aient à leur disposition
les contraintes leur permettant d'être de bons présidents. Patrice Talon, pour sortir du volet politique de cet entretien, parlons de la réforme du système partisan. Les partis politiques sont nombreux dans notre pays et vous préconisez que 0,5% du budget soit alloué à ces partis comme financement public de ces partis politiques. Non, pourquoi une telle proposition? Ce n'est pas 0,5% du budget, non. C'est 0,5% de nos ressources propres. Quelle est la nuance? C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Ce qui se passe aujourd'hui, et vous l'observez tous, c'est que la compétition politique n'est plus une réalité. La plupart des partis politiques ont perdu leur dynamisme, leur éclat, quoique on ne l'a pas vraiment connu, mais l'émulation politique était en cours dans notre pays. Mais les hommes politiques disent que c'est du fait des hommes d'affaires, comme vous. Oui, je vais finir. Pendant ces 10 dernières années, nous avons pu observer que, à défaut de moyens, les partis politiques n'arrivent pas à exercer leur rôle qui est de compétir entre eux pour aller chercher des mandats locaux ou mandats national. Les présidents de la République, en poste, en fonction, ont les moyens financiers d'appuyer les partisans, d'appuyer les partis politiques de leur majorité, de leur mouvance, comme on dit au Bénin. Et donc, le Bénin étant un petit pays pauvre, les autres partis politiques qui malheureusement ne parviennent pas à collecter les cotisations de leurs membres n'ont aucun moyen d'assurer la compétition face aux partis proches du président de l'exercice. C'est déséquilibré. Et dans ces conditions, il n'y aura pas renouvellement, il n'y aura pas émulation. C'est ainsi que, pour corriger cela, des hommes d'opérateurs économiques et moi, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai souvent, je le dis et je n'ai pas à le cacher, j'ai souvent contribué à appuyer les partis politiques, toutes tendances confondues. Et j'ai un plaisir, je dois l'avouer, à même apporter mon appui aux partis politiques de l'opposition. Quand bien même je serais proche d'un président de l'exercice. En faisant cela, on vous dit que c'est pour peut-être préserver des intérêts si vous êtes dans tous les camps. Quel intérêt j'aurais? Mais vous êtes opérateur économique. Je vous donne un exemple. En 2006, j'ai été un soutien visible du président Boni Yayi. Il venait de faire, en 2007, juste après un mandat, nous sommes allés aux élections législatives. Pour ceux qui sont observateurs de la vie politique, j'ai soutenu les listes de l'opposition. Les listes de l'opposition au président en exercice que je venais de soutenir et dont j'étais proche. Parce que... À l'époque, vous aviez commencé à avoir des démêlés avec lui. Alors, ça tombe bien alors. S'il est avéré qu'un président qui n'a pas de critique, qui n'a pas en face de lui des partis politiques forts, capable de lui apporter la contradiction, il peut faire beaucoup d'erreurs. Donc, ce qui nous éclaire, ce qui nous permet de voir qu'un président, il a beau être un ami, peut dériver, devrait nous amener à apporter des solutions si nous sommes de bons citoyens. Moi, je suis partisan de la démocratie. Patrice Talon, on était parti sur l'explication par rapport au 0,5%. Vous avez dit que c'est les ressources propres. Malheureusement, vous n'êtes pas allé dedans. Et le temps tourne, il nous reste à aborder le volet économique et le volet social. C'est une réforme importante. Allez rapidement, s'il vous plaît. Je vais l'aborder. Je disais donc qu'il est important que pour la vie, la survie, le fonctionnement des partis politiques, il est impératif qu'ils aient les ressources nécessaires. Indépendamment de la volonté du président d'exercice et indépendamment de la générosité, parfois coupable, des opérateurs économiques qui veulent de leur soutien. Alors, la seule solution, les deux solutions, c'est la cotisation des membres, et voilà, qui n'ont pas les moyens, nous ne cotisons pas assez pour nos partis politiques. Or, la vie des partis politiques est indispensable pour notre survie, pour la démocratie et pour la liberté. Nos ressources propres, c'est-à-dire nos impôts, nos taxes, les taxes que nous payons, qui sont nos ressources propres. Parce que le budget est composé des ressources propres et des financements, des dons et autres revenus que l'État peut mobiliser. Ce qui est de nos ressources propres, qui relève de nos impôts, des taxes que nous payons à notre État, là-dessus, on peut prélever quelque chose pour financer les partis politiques, mais pas tous, parce que ce serait pas responsable. Mais les partis politiques qui ont une certaine taille,
qui ont une certaine représentativité. Et donc, j'ai suggéré que nous prélevions au minimum 0,5% de nos ressources propres. Aujourd'hui, les ressources propres du Bénin sont de l'ordre de 600 à 650 milliards. 0,5% environ, vous voyez ce que ça donne, ça permet de libérer peut-être 3 milliards ou 3,5 ou 4 milliards pour financer, pour apporter une allocation aux partis politiques représentatifs. Ce faisant, ceux-ci auront la capacité de jouer leur rôle, d'être des partis d'opposition, d'être des partisans du président, mais des partisans critiques, dignes. Ceux-ci vont échapper au financement des opérateurs économiques qui parfois sont des financements pervers, qui sont des financements qui sont liés. Je suis bien placé pour le dire. Et ce dont on a conscience, même quand on a été parfois coupable, il faut avoir l'humilité. Il faut avoir l'honnêteté de dire c'est mauvais, il faut le corriger. Quoique, je ne me suis jamais senti coupable d'un financement pervers à un parti politique. Patrice Talon, parlons à présent d'économie. Vous basez votre programme sur l'agriculture, sur le port, le tourisme, l'artisanat. Comment tout cela va être articulé pour que, si vous étiez élu, que les Béninois sentent le bien-être? Le Bénin est sinistré dans tous les secteurs de notre vie économique. Aussi bien dans le secteur de l'artisanat, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, dans tous les domaines. Et pourtant... Quand vous dites sinistré, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Les Béninois vivent quand même bon an, mal an. Ah, je suis heureux de vous entendre dire. Ça veut dire que vous vivez bien. Ce n'est pas le cas de la majorité des Béninois. C'est votre cas, vous. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas nombreux ceux qui ont le pain quotidien ou ceux qui ont un confort. Ceux qui sont capables de mettre une belle cravate, une belle chemise et des lunettes de la classe de celle que vous avez, ne sont pas nombreux. Et il faut en être conscient. Si nous restons sourds et aveugles à ce qui nous entoure, à la pauvreté qui nous entoure, nous ne serons même plus en mesure de jouir de nos grâces, de ce dont nous avons la chance de bénéficier et que la grande partie n'a pas. Dans le secteur agricole, par exemple, un secteur que vous avez pratiqué et que vous connaissez, notamment par rapport au coton et aux autres filières. L'agriculture est... Qu'est-ce qu'il y a comme réforme à faire? Il n'y a pas à réformer le secteur agricole. Alors, quelles sont alors vos propositions? Il y a à amener de la compétence, de la connaissance dans le secteur agricole. Permettez-moi, je vais vous dire une phrase qui concerne tous les secteurs de l'activité dans notre vie. Le Bénin est un pays en construction, un petit pays en construction, dans tous les domaines, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation nationale, dans le secteur du commerce, dans le secteur agricole, nous sommes un pays en construction. Un pays en construction, d'ailleurs, tout ce qui est en construction a besoin de compétences, de valeurs. Le seul atout, paramètre susceptible de nous apporter de l'évolution, du développement au Bénin, c'est la compétence. Dans tous les domaines, il faut de la compétence. Dans le secteur agricole, il faut qu'un gouvernement, un État et les responsables du secteur qui auront à charge de développer le secteur sachent de quoi il s'agit. Nous devons impérativement au Bénin faire la promotion réelle de l'agriculture intensive dans tous les domaines, que ce soit le coton, que ce soit le maïs qui relève de notre alimentation au quotidien, que ce soit le palmier à huile, que ce soit l'anacardier, que ce soit le riz. Nous travaillons sans compétence. Nous ne mettons pas à la disposition, au service des producteurs, les techniques nouvelles. Quand vous dites nous travaillons sans compétence, alors que de nos universités sortent des ingénieurs, il y en a qui nous viennent de l'extérieur, est-ce que ce n'est pas une insulte à l'endroit de ces personnes-là? J'ai dit que les Béninois sont des gens brillants, talentueux, remplis de dynamisme. Mais ce ne sont pas les ingénieurs sortis de nos écoles qui ont la décision, qui décident de ce qu'il faut faire dans le secteur agricole, malheureusement. Et ceux qui sont incompétents, ce ne sont pas les gens brillants. Donc vous voulez dire que c'est au niveau des instances de décision que cette compétence manque. Voilà. Au Bénin, nous avons tout politisé à outrance. Le facteur compétence n'est pas le facteur de choix, de décision et de gouvernance. Il n'y a pas un seul domaine aujourd'hui au Bénin où le critère de choix, de nomination est la compétence. Ce que vous avez aidé à placer comme ministre en son temps, ils étaient compétents au moins? Vous n'allez pas me ramener constamment dans ce que nous avons fait ensemble, ce en quoi nous avons cru, ce en quoi nous n'avons pas pu influencer
les performances du régime. Nous voulons construire notre pays, nous voulons corriger ce qui ne va pas. Il faut en avoir conscience. Et quand on a conscience de cela et qu'on a des solutions, il faut s'appesantir sur les solutions. Patrice Talon. Alors, il faut relancer, il faut investir, l'État doit investir massivement dans le secteur de l'agriculture qui est le premier secteur de création de richesse, création d'emplois, il faut le savoir, de notre pays. Tous les secteurs, les sous-secteurs du secteur agricole, que ce soit la pêche, l'élevage ou le travail de la terre, sont pourvoyeurs de richesse et d'emplois. J'ai donné dans mon programme les secteurs dans lesquels l'État doit investir en mettant l'accent sur la recherche. J'ai dit que nous allons créer 6 départements, 6 régions, 6 pôles de développement. De sorte que dans chaque pôle, nous faisions la promotion des cultures qui sont adaptées aux conditions climatiques, au sol de chaque pôle. Et investir massivement également dans la recherche. Aujourd'hui, la recherche agronomique est devenue un marché au Bénin. On ne peut pas faire de l'agriculture intensive sans savoir ce qu'il faut comme variété, comme intrant, comme technique culturelle. Les producteurs sont livrés à eux-mêmes. Et puis, il n'y a pas d'appui réel aux producteurs. C'est du clientélisme, c'est du populisme. D'accord. Toujours dans le volet économique de votre projet de société, on a constaté que par endroit, et sinon souvent vous parlez de défiscalisation, vous parlez de défiscaliser certaines entreprises, certaines choses, mais lorsqu'on sait que le Bénin a une économie essentiellement fiscale, de quoi est-ce que l'État vivra, de quoi est-ce que l'État pourra disposer pour faire face à ces autres obligations lorsque vous, à chaque instant, vous parlez de défiscalisation? Il faut avoir une politique fiscale intelligente. Les secteurs dans lesquels l'État ne perçoit presque pas de revenus, de taxes, d'impôts, et parce qu'il y a une politique fiscale non incitative, et tout le monde est dans l'informel. Est-ce que, et en plus nous sommes dans l'informel, mais en plus cela inhibe l'énergie. Est-ce que nous gagnerons à dire que dans ce domaine, on dit aux populations, rassurez-vous, pendant cette période, il n'y aura pas d'impôts à payer. Reste rentré dans le formel. Nous gagnerons à ce que le secteur retrouve de la vitalité, du dynamisme. Le secteur crée des emplois, crée de la richesse, consomme. Parce que dans un pays, quand il y a de l'emploi, quand il y a du pouvoir d'achat, nous consommons. Et en consommant, nous payons des impôts. N'oubliez pas que les impôts et les taxes que nous collectons représentent plus de la moitié des ressources propres de l'État. L'impôt direct à travers ce que nous payons comme impôt sur salaire, impôt sur revenu, impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels, constitue seulement une partie de ce que nous avons. Quand on dit on défiscalise, ça ne veut pas dire qu'on renonce à tout, surtout. Quand vous défiscalisez un secteur dans lequel l'État ne prélève presque rien aujourd'hui, si vous défiscalisez ce secteur, vous ne perdez rien, d'autant que l'État ne percevait rien. Mais l'avantage, c'est que cela attire à quoi bon défiscaliser alors? Mais parce que cela attire l'investissement, cela attire l'énergie, cela attire l'entrepreneuriat, cela attire des innovations. Donc, des gens viennent, les investissent et s'emploient à rentrer dans le formel, dans le secteur. Donc, vous ne perdez rien en défiscalisant, mais vous créez des conditions de créer un dynamisme, de créer de l'émulation, de créer de l'investissement. Et ce faisant, vous créez les conditions pour créer de l'emploi, de la richesse, et quand il y a emploi, quand il y a richesse, il y a consommation. Et vous prélevez des impôts sur la consommation, puisqu'on paye des taxes, des TVA sur le pain, sur le riz, sur tout ce que nous consommons. Oui. Donc, un peu d'intelligence, parce que la nature humaine est complexe et parfois, il faut savoir donner quelque chose pour créer de l'envie, de la volonté, de l'énergie, de l'émulation, et après, prélever ce qui est nécessaire que l'État prélève, parce qu'entre-temps, on a créé un corps de développement. Pour que le secteur économique marche, il faut de l'énergie. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez pour que l'énergie, je veux parler de l'électricité par exemple de notre pays, on soit beaucoup plus indépendant, si on peut ainsi dire? Surtout que votre programme, dans votre projet de société, on n'y retrouve pas vraiment de traces, comme dans d'autres secteurs où vous aviez dit clairement ce que vous voulez faire. L'énergie électrique pour notre pays, pour un pays moderne, de nos jours, un peu comme le sang qui coule dans nos veines. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Et c'est bien pour ça que c'est une question prépondérante, primordiale. Et vous n'en avez il pas faut, parlé. avant toute chose, je l'ai dit, il faut avant toute chose investir
consacrer nos moyens, toutes nos ressources pour régler le problème de l'énergie. Nous en avons besoin aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. Et dans nos campagnes, on n'a pas besoin que de lampadaires. J'entends dire qu'il faut donner des lampes torches, des lampadaires à tout le monde, dans les villages et consorts. Et vous oubliez que dans les villages, il y a du développement à créer. Il y a des usines dans les villages, dans nos campagnes, dans nos contrées. Il y a des moulins, il y a de la menuiserie, il y a de l'artisanat, il y a des soudeurs. Il y a tellement d'activités, il y a des coiffeurs, il y a des coiffeuses qui ont besoin également d'énergie. Nous ne pouvons pas réduire nos villages seulement à l'énergie, à la lumière, à l'énergie du ménage, domestique. Oubliez que notre pays a besoin d'énergie dans tous les départements, et même dans les villages, pour que le développement ne soit pas seulement l'affaire des villes. Parce que nous devons développer notre pays, surtout dans les régions, pour faire face au problème de développement global. Et pour ça, qu'est-ce que vous proposez? Je viens de dire, c'est très simple. Il n'y a pas de mystère à faire. Il faut arrêter de gaspiller, parce que nos États gaspillent beaucoup dans le confort, dans la promenade et dans le populisme. Il faut consacrer, on a besoin d'argent, on a besoin de moyens, avec un investissement pertinent. Les choix que nous avons eu à opérer, comme Maria Gleta, sont liés exclusivement à l'incompétence. Parce que le Bénin a quand même investi beaucoup d'argent. Donc il faut investir non seulement les moyens nécessaires, mais il faut que ce soit accompagné de compétences. Où trouve-t-on les moyens pour investir? Nous avons investi 40 milliards, 50 milliards. Là-dedans, nous l'avons bien trouvé, n'est-ce pas? À côté, le Togo en a fait autant, sinon moins. Et ça fonctionne. Nous avons, je viens de vous dire, que nous mobilisons tous les ans, en ressources propres, plus de 600 milliards. Nous sommes capables de passer à 800, 900 milliards rapidement l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de déperditions, il y a beaucoup de, excusez-moi le terme, de fantaisie dans la gestion, dans l'administration des régies. Et nous pouvons mobiliser beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui, 200, 300, 400 milliards, pour que notre budget d'investissement, de fonctionnement, soit réellement au-delà des 1000 milliards, jusqu'à 1500 milliards. Nous l'avançons. Vous entendez qu'on disons le budget de 1500 milliards. Mais le budget n'a jamais été exécuté à plus de 1000 milliards. Parce que nous mobilisons en ressources propres moins de 700 milliards et nous allons au financement, au crédit, mobilisons hors de nos ressources propres moins de 300 milliards. À peu près 300 milliards maximum. Ça veut dire que nous sommes imperformants. Un pays jeune, dynamique, qui part de zéro, qui dispose de 600 à 700 milliards de ressources propres, peut aller chercher 400, 500 milliards de financement si nous avons un État crédible, un État de personnes compétentes qui savent où il faut trouver l'argent, quels sont les moyens, quels sont les discours, quelles sont les techniques, quels sont les projets qu'il faut présenter, la manière de faire mobiliser les ressources nécessaires. C'est pour dire qu'avec une gouvernance de gens compétents, qui savent de quoi ils parlent, un pays dans lequel la crédibilité de l'État est restaurée, nous pouvons mobiliser les financements nécessaires qu'il faut pour compléter nos ressources propres qui devraient aussi connaître une progression. Concrètement, comment vous comptez le faire? Parce qu'on a vu des pays qui vont faire des levées de fonds et autres. Alors, pour financer toutes les idées énoncées dans votre projet de société, comment est-ce que vous comptez concrètement le faire? Parce que la crédibilité seule suffit-elle à mobiliser les ressources? Qu'est-ce qui a fait que la Côte d'Ivoire, tout récemment, est allée mobiliser des milliers de milliards, centaines de milliards sur le marché international? C'est lié essentiellement à la crédibilité, à la compétence des gens qui gouvernent. Quand vous savez de quoi il s'agit, et que vous savez le faire, et que l'État est crédible, que l'État respecte sa signature, ses engagements, c'est un capital énorme de confiance. Moi, je suis fils de pauvre. Je suis parti de zéro, de rien du tout. Je suis arrivé à un stade où j'ai compris que le plus grand capital, c'est la confiance que peuvent vous faire vos bailleurs, vos financiers. Je veux vous rassurer d'une chose. Pour 600 milliards que nous mobilisons avec beaucoup d'incompétence, avec beaucoup d'à peu près, on travaille de manière approximative, nous pouvons passer rapidement à plus de 900 milliards de ressources propres, avec un peu plus de sérieux dans la collecte des revenus qui sont dus à l'État, des ressources qui sont dues à l'État. Nos régies doivent mieux fonctionner. À cela, nous pouvons mobiliser facilement auprès des institutions internationales. Parce qu'il faut savoir aussi, il faut avoir aussi le talent de savoir mobiliser des ressources. Vous savez que ce talent, je l'ai. Patrice Talon, on arrive malheureusement à la fin déjà de cet entretien. On n'a pas pu parler du volet social, de l'éducation, de la santé. Est-ce que dans votre mot de la fin, vous pourrez résumer ce que vous comptez faire? Il ne nous reste plus qu'une minute. C'est vrai que le temps est passé trop vite. Il nous faudra peut-être 1 heure ou 2, mais je reviendrai, j'aurai l'occasion d'en parler.
Vous savez, je suis candidat à l'élection présidentielle parce que j'ai conscience et bonne connaissance du mal qui nous ronge. Et je sais que nous sommes capables de relever le défi. Je sais que je suis capable d'apporter des solutions parce que j'ai bonne connaissance de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut. J'ai la conviction qu'ensemble, nous allons résoudre le problème de mal-être. Nous allons instaurer un pays où la richesse, l'emploi, la sécurité, le développement dans les régions sera une réalité. Parce qu'on ne peut pas seul être heureux. Et quand le ciel vous accorde la grâce de vous assurer le minimum, vous pouvez en retour apporter ce que vous avez appris, ce que vous avez comme talent, comme chance à votre pays. Et vous rentrez dans l'histoire. Je voudrais avoir avec vous, avec mes concitoyens, l'occasion, la chance de relever le défi, la lutte contre la pauvreté. Merci. Patrice Talon, merci beaucoup. C'était moi, président, avec Patrice Talon, candidat à l'élection présidentielle de cette année chez nous au Bénin. Je le recevais avec René Talon. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.